Bonjour tout le monde. Bienvenue au moins 40 au nord du 50e aperçu sur la traumatologie en région éloignée. Moi, c'est Dr. Kevi Singh. Et juste avant de commencer, je vais mentionner quelques deux petites choses. Le premier, c'est que je suis venu hier soir dans la salle de bal, puis j'étais vraiment impressionné. C'est quelques coches dessus. Notre petite salle de conférence au MGH avec un micro-ondes dans le coin. Puis aussi, je suis d'accord avec Dr. Marc-André Dugas que Dr. Lévesque a plus de pilosité que d'autres membres de l'équipe. Alors, avec ça, un peu sur moi. Euh, Moi, je viens de Vancouver. J'ai déménagé ici il y a 25 ans pour faire la résidence à McGill en médecine de famille. Je vais apprendre le français, je vais vivre l'aventure un peu, puis un petit changement de place. Tout de suite après avoir terminé la médecine de famille, j'ai commencé à travailler à Nunavik chez les Inuits, puis en Iwischi, la région de la baie James du Québec avec les Cris. Et c'est là que j'ai eu quelques expériences formateur. Très peu après avoir commencé, j'avais fait mon cours d'ATLS, Advanced Trauma Life Support. Puis un soir, durant l'été, le téléphone sonne. C'est 3 heures du matin. Et j'étais appelé par une infirmière du Grand Nord, Madame Véronique, une infirmière de grande, grande expérience, puis très peu de mots. Puis j'ai répondu au téléphone, oui, alors? Puis elle a dit, viens maintenant, clic. Elle a décroché le téléphone. Puis même par Véronique, une femme de très peu de mots, ça c'était vraiment très peu de mots. Quand tu reçois un appel comme ça, c'est pas le temps de se brasser les dents, on met le pantalon, puis on y va. J'ai traversé la rue, c'était l'ancienne petite shack, c'était notre clinique. J'ai vu des gouttelettes de sang à la porte extérieure. Il y avait un char de police. Et je entre dans la clinique et je vois un homme extrêmement agité, debout. Je vois Véronique à côté de lui, puis je vois un policier dans le coin qui est en train d'avoir une crise de panique. Puis quelqu'un crie, il a été poignardé. He was stabbed. Puis, l'histoire, c'est drôle parce qu'il était sur MSN Messenger. Alors, ça vous dit que ça fait longtemps. Puis, euh, il a envoyé un message à son ami que quelqu'un apparaît avec un couteau. Puis ensuite, le chat a arrêté. La police sont allés, ils l'ont trouvé par terre, puis ils l'ont mis dans l'arrière du char de police, puis ils sont venus tout de suite à la clinique. Moi, je venais de terminer mon cours d'ATLS, puis je dis, pas de problème. Mission Superhero ATLS, Advanced Trauma Life Support, est arrivé. Et j'ai dit mon diary verbal. OK, l'équipe, à 2 IV, oxygène, moniteur, on déshabille, on met sur les cardiac tracer. Puis là, tout de suite après avoir dit ça, j'ai une claque dans la face. Parce que vous savez ce qui est arrivé? Rien. Rien n'est arrivé. J'avais dit toutes mes directives. Puis là, j'étais là, j'ai regardé la patiente. Le patient m'a regardé. Véronique était attachée avec une main à sa main droite. Puis dans son autre main, elle avait une intraveineuse qu'elle essaye de mettre. Puis le policier était dans le coin. Il ne savait pas quoi faire. Puis j'ai réalisé là que c'était tout un univers différent que l'hôpital au Montreal General ou au Sacré-Cœur. Quand on a 7 à 10 personnes dans la salle de traumatologie, puis dans un délai de 5 à 6 minutes, on a 2 IV placés, le patient est sur oxygène, puis après 5 minutes, le patient est déjà probablement intubé s'il est malade, puis on a déjà mis des drains thoraciques. Alors j'ai regardé, puis je me suis dit, ben, il est debout, alors il y a un pouls,
Puis il me regarde, alors il respire plus ou moins bien. Qu'est-ce que je fais de plus maintenant? Alors, je suis allé trouver des ciseaux. On sait tous les ciseaux de 5 pièces, les trauma shears qui coupent rien. Et ça m'a pris 7 à 8 minutes de couper ses vêtements avec l'aide du policier. Puis là, tout ce temps-là, je me demandais qu'est-ce qui se passe dans, dans 2 minutes d'habitude, on a pas mal tout fait. Moi, je suis ici rendu à 10 minutes, puis même pas déshabillé. Puis alors, ça a commencé une grande réflexion où j'ai réalisé que j'ai dû changer ma façon de faire les réanimations parce que ce que j'ai appris dans les cours puis dans la résidence, ça n'appliquait pas tout à fait exactement de la même façon. Après 15 ans de travail, je suis retourné aux résidences à McGill pour faire mon année d'urgence en CCFP-MU ou IM. Euh, Pas nécessairement pour être plus formé au centre tertiaire, mais plus de tester mes idées que j'avais développées dans le Grand Nord. Puis ce qui me manquait dans le Nord, c'était le volume de pratique avec plus de volume de patients malades. Euh, Puis, un de mes grands buts, c'était de commencer un système de faire un pont entre la réalité dans le Grand Nord, puis aussi euh, dans le centre tertiaire. Tout ça dit, bienvenue au 27e édition de Trauma Défi à Québec. J'aimerais reconnaître la nation Huron-Wendat pour nous accueillir sur leur territoire traditionnel. Je remercie aussi l'écrit de Iouiski, où je travaille dans la région de la baie James du Québec. Je n'ai aucun conflit d'intérêt et j'aimerais remercier vraiment beaucoup la comité organisateur, surtout Dr. Christian Malo puis Mme Rachel Huard. Puis surtout, j'aimerais remercier ma femme, Dr. Stéphanie Morel, qui est mon pilier, sans qui je ne serais pas capable de faire les travaux comme ça. Je t'aime, Stéphanie. Merci beaucoup. Alors, les objectifs aujourd'hui, pour Trauma en région, j'aimerais que vous soyez capable d'identifier 2 problèmes du système actuel, discerner 2 contraintes liées aux facteurs humains, puis proposer une stratégie ou en fait des stratégies pour rehausser les soins de trauma dans les régions éloignées. On va commencer avec un petit aperçu. Quand j'ai eu l'appel de Dr. Christian Malo puis Dr. Joe Namath de Montreal General, puis l'année passée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire dans une salle avec plein de professionnels de trauma? Comment je vais expliquer? J'ai eu l'idée de faire une vidéo. Alors, voici la vidéo. Anybody know what happened to him? One, two, three. Hang on, hang on. Fred, come and call the doctor as soon as possible. Just have that guy came with his friend banging at the door. Donald trauma, abdo, really agitated. Okay, Nilsi, I need an IV, O2, monitor, cardiac monitor, call the RT, do the vitals, do everything, okay? We cannot even get his clothes off. Okay, let's recap. His FAST is positive. There's no lung sliding on the right. Okay, let's go through the ABCs. His airway's intact. His GCS is decreased. So. Do you want to speak? No, I don't think we have time. Let's just get an oral airway and LMA and take him with us. Okay? Perfect. His breathing is poor. His respirate rate is 22. His SAT is 92%. So let's get a needle. Do you want a chest tube? No, I don't think we have time. Let's just do a finger thoracotomy after the decompression. Okay, and C,
blood pressure. Do you have the IV? No, I can't. I've been trying. I Okay. can't have one. Have you guys done an IO? Only on mannequin. Okay, pass the IO. Eduardo, you'll do the ultrasound. Sam, you'll do the monitor. Antoine, you're the RT. You'll take the head with Lori. You'll do the intubation, Lori, if it's necessary. Sarah, can you put in a right chest tube for me, please? Yes, plug it onto it. Okay. Nancy, can you call for the massive transfusion protocol, please? Yes. Let's notify the surgical team and prepare the OR. Alors, on voit un peu la différence entre un centre urbain puis la réalité dans les régions isolées puis austères. On tombe maintenant dans les données un peu. Alors, quand on regarde la mortalité relative entre trauma rural versus urbain, en général, au Canada, on voit que c'est à peu près 2 fois plus élevé en région rurale. Ça va varier un peu selon la distance, surtout après hospice. Mais c'est à peu près ça. Ça, c'est une chiffre du Public Health Agency of Canada. Puis l'American College of Surgeons, on nommait le trauma en région éloignée une maladie négligée. Alors, il y a 2 ans à peu près, l'équipe de trauma de McGill ont pris l'initiative, Dr. Tarek Razek, qui est ici aujourd'hui. Dr. Razek, vous êtes là? Oui, bonjour. Ils ont décidé d'analyser les données de Nunavik, la région inuit du Québec. Puis, ils ont trouvé quelque chose de semblable. Avez-vous une idée de le taux de mortalité relatif en Nunavik comparé au reste du Québec? Qu'est-ce que vous pensez? Donnez-moi des chiffres. Qu'est-ce que vous avez? 2 fois, 4 fois? OK. 5 fois, j'ai 5 fois. Est-ce que j'ai d'autres? Est-ce que j'ai une 10? 5 fois? Parfait, on va y aller avec 5 fois. Alors, ça, c'est le résultat. Je vais vous laisser digérer ça une seconde. Moi, quand j'ai vu ça, ma réaction, c'était, les chirurgiens, ils ne sont pas les mathématiciens. C'est certain que quelqu'un qui a raté la mathématique a fait le calcul. Alors, je suis allé, puis moi, j'ai révisé tous les chiffres de cet article moi-même. On voit Moon, Razek et al. 2021. Puis, il n'y a pas d'erreur. Les chiffres sont exacts. Alors, ça, c'est des chiffres incroyables. Un taux de mortalité relatif 24, 25 fois, on va dire, plus élevé que le reste du Québec. Puis, quand on comprend les gestes de self-harm, suicide, le trauma volontaire et involontaire, on monte à 50 fois plus élevé. Alors, si le trauma en région éloignée, c'est une maladie négligée, je ne sais pas comment on va décrire ça. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant, puis pas impressionnant dans une bonne façon. Ça, je vous donne un exemple, puis ça, c'est une description de la première problématique du système actuel. Dr. Jeremy Gushka, un chirurgien de trauma à McGill, a appelé ça le Hidden Trauma Signal. Ça, c'est un jeune homme de 20 ans, fils d'une amie qui travaille à notre CMC, qui a reçu un couteau dans la poitrine quand il a essayé d'arrêter une bagarre entre 2 personnes. Il a été poignardé par son trouble. Vous allez voir l'aiguille à votre écran supérieur gauche qui est en train d'essayer d'enlever le sang autour de son cœur. Aspirating. Aspirating. Okay, resume CPR. Ce jeune homme a décédé chez nous. Et la chose qui est troublante, c'est qu'il n'entre pas automatiquement dans un registre de trauma. Si tu es malade, puis tu meurs chez nous, tu vas peut-être apparaître sur les données de coroner, on espère. Il n'y a pas de façon facile
de trouver tous les cas de trauma. Si tu es très malade, mais pas assez malade pour mourir, puis tu te rends dans un hôpital, surtout l'hôpital général, un centre de trauma, tu rentres dans le système. Si tu es vraiment magané, et on est capable de te repérer chez nous, tu rentres nulle part. Alors, ça, c'est une grande problématique. Les données sont vraiment non inclusives en région éloignée et autochtone. Puis on sait bien que si on n'a pas de métrique, il n'y aura pas d'amélioration. La deuxième problématique du système actuel, c'est qu'est-ce que ça veut dire rural ou éloigné? Tout au début, mon sujet de thèse allait être la situation difficile avec le Medevac, puis le manque d'hélico, puis le système unifié de Medevac. Mais quand j'ai commencé à creuser, j'ai réalisé qu'il y a quelque chose encore problématique qui est plus basique. On ne peut pas définir avec la granularité rurale, éloignée, isolée ou austère. Si vous regardez le figure en bas à gauche, ça vient d'une étude de Dr. Richard Fleet. Puis la ligne horizontale rouge, c'est à peu près le 50e parallèle. Puis on voit bien qu'au nord du 50e, il y a très, très peu, quasiment pas d'urgence en voie Fermont puis Blanc-Sablon, mais la plupart des hôpitaux, des urgences sont au sud du 50e. Si on regarde ici à droite, on voit que la grande partie de superficie du Québec, c'est au nord du 50e. Si vous regardez ici où je travaille dans la région de la baie James, même juste chez nous, il y a à peu près 5 ou 6 réalités complètement différentes au niveau logistique, niveau Medevac, à niveau soins. Puis si on monte plus dans le nord à Nunavik ou d'autres places, on voit que c'est encore plus compliqué. Chaque région a des particularités différentes. Ontario a commencé de décrire un peu avec leur indice de ruralité d'Ontario. Puis c'est très compliqué. Il y a plein de questions à poser. Est-ce qu'il y a un accès par la route? Si oui, est-ce que c'est toute l'année longue? La route, c'est fait de quoi? Est-ce que c'est une route de glace juste l'hiver? Est-ce que c'est une route asphaltée? Est-ce que c'est une route de gravier? Ou est-ce que c'est une route de terre qui devient la boîte au printemps? C'est quoi le temps moyen de Medevac? On a toujours parlé de le golden hour en trauma, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si j'ai une extrémité avec une ischémie, puis je peux sauver l'extrémité dans une délai de 4, 5, 6 heures, c'est très important de savoir ça. Je peux sauver un testicule en torsion après quelques heures, un ACV. Si j'ai le temps, je peux thromboliser la patiente. Ce n'est pas juste une question de transport d'une heure ou non. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Un syndrome coronarien aigu, une crise cardiaque. Alors, on voit que c'est beaucoup plus compliqué, la question. Puis, on peut se poser la question, c'est un peu philosophique ici, mais au nord du 50e, c'est de là où vient beaucoup de richesse, je veux dire, de la province. Hydro-Québec, c'est pas mal au nord du 50e. Les mines sont pas mal au nord du 50e. Les chantiers de forêt sont pas mal au nord du 50e, ou une bonne partie de toute façon. Alors, si on calcule la contribution économique de la partie du Québec au nord du 50e, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense qu'on sait tous que ce n'est pas négligible. Alors, ce n'est pas juste une question de nombre de personnes. Il y a peut-être à peu près 40 000 personnes qui restent au nord du 50e. Puis on peut dire, ben, who cares? On s'en fout, c'est juste 40 000 personnes. Mais quand on calcule aussi la proportion puis la puissance économique que ça nous donne à tout le monde, on a une question à répondre. Est-ce qu'on a une obligation de donner des soins plus à l'auteur? Je ne parle pas d'être capable de transférer quelqu'un de Pauvre-Métoc dans une heure dans un centre tertiaire, mais ces jours-ci, on a des délais de Medevac jusqu'à 40 heures. Alors, il y a un grand écart entre 1 heure et 40 heures, puis je pense qu'on peut faire mieux.
Qui connaît ou qui sait le meilleur, le velocity optimal en skidoo pour optimiser le coagulopathie de froid avec l'hypothermie? Oui, il n'y a personne qui connaît ça. Moi, je ne le connais pas non plus parce que cette étude n'a jamais été faite. Puis je mets cet exemple ludique un peu pour démontrer que les régions rurales éloignées sont un peu ignorées un peu partout dans le système de Medevac ou le système de santé, mais aussi dans le système académique. La tâche est lourde. On est de garde souvent. On a une pénurie de staff. Il n'y a pas de temps protégé pour travailler sur les chiffres puis les données. Ça, je fais tout ça après mes gardes, la nuit, à 10h, 11h jusqu'à minuit. Je vous donne un exemple. Samedi dernier, c'était ma journée off. Puis à 11h du matin, juste avant de sortir, le téléphone est sonné. J'ai eu un appel d'un de mes collègues, Dr. Adjamian, qui a dit, écoute, on a eu un accident de skidoo grave. C'était une trauma crânienne. Les pupilles sont fixes. Puis on va intuber le patient si tu veux venir aider. Puis moi, je suis allé tout de suite. Dr. Adjamian, c'est un urgentologue avec 20 plus un an d'expérience. S'il m'appelle pour de l'aide, c'est un vrai cas. C'est pas une traumate, c'est un trauma. Je suis parti de la maison avec mon drill parce qu'on ne sait jamais s'il va falloir ouvrir la tête, si c'est vraiment quelqu'un qui est en train de faire une herniation du cerveau. J'arrivais là, puis la patiente avait un pneumothorax de tension. Alors, j'ai fait un trou dans le thorax. Il y avait de l'air qui est sorti tout de suite. J'ai mis une draine thoracique. L'intubation était difficile. Il y avait 2 tentatives. Finalement, c'est moi qui ai essayé, puis j'ai réussi. Puis c'était un cas compliqué. Puis ça, c'était mon week-end. Alors, c'est très difficile de faire la recherche ou d'améliorer les soins juste parce que la charge de travail, c'est tellement lourd. Puis ça, c'est ce qui peut arriver, mais ce qui va arriver quand on a des données. On voit ici des chiffres incroyables, selon moi, sur l'amélioration de la mortalité du trauma pour les patients sévèrement traumatisés dans un délai de 10 ans, de 92 à 2002. On a diminué la mortalité par 40%, environ 50 à 10%. Et même si vous regardez les chiffres, je dirais même dans les premiers 3 ans, 4 ans, juste les 3 changements de désigner des centres trauma level 1 à Québec, d'introduire les guidelines pour réduire le temps de pré-hospice, puis aussi de faire dans les centres de trauma, dans les hôpitaux, le trauma en priorité a baissé le taux de mortalité de 50 à 25%, qui est incroyable. Et on voit ici que si on a les données, ça nous permet de cerner les problèmes, puis ensuite de commencer à regarder des pistes de solutions. Alors, avec tout ça, on va changer de vitesse un peu, puis on va commencer à parler des contraintes, des facteurs humains. Puis ici, je vais, comme Dr. Duga a fait tantôt, essayer de vous provoquer un peu. Je vais vous laisser lire ça une seconde. Puis oui, il y a beaucoup de monde qui rit dans la salle. Puis j'ai mis ça parce que tout le monde sait qu'à moins 20, moins 25, il fait froid. Puis je pense que tout le monde va être d'accord que de faire une course de ski de fond en skin suit comme ça à moins 25, il fait froid. Il va faire froid. Mais malheureusement, si on ne l'a pas fait, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et je donne cet exemple-là parce que si vous avez jamais fait de réanimation en centre ou région isolée avec juste une ou 2 autres personnes, vous pourriez imaginer que c'est difficile, mais vous n'avez aucune idée vraiment. Comme exemple, je vous donne, j'étais dans un cours de médecine tactique avec la police de Saguenay il y a quelques semaines.
Je sais que donner des soins dans une fusillade, c'est difficile, ça va être stressant. Mais quand je t'ai mis dans une situation avec des terrains actifs, puis moi, j'essaie de soigner des patientes ou des policiers blessés, je peux dire que c'était un autre monde. Même que je savais, c'était un autre monde. Sans l'avoir fait, on ne peut pas vraiment comprendre ce que ça veut dire. Une petite définition des facteurs humains et ergonomie, c'est la science de la correction de disparité entre les personnes, les outils et leur environnement avec le but d'optimiser la performance. Ici, c'est peut-être une des diapos les plus importantes. On va aller étape par étape. En gauche supérieure, on va parler de schéma. Un schéma, c'est comme une structure cognitive. On appelle ça aussi en médecine un script de maladie. Alors, tout au début, quand on est novice, si une patiente essoufflée vient, on est un peu débordé. On pense, OK, ça peut être quoi? Est-ce que c'est une insuffisance cardiaque? Est-ce que c'est un asthme? Est-ce que c'est une MPOC? Est-ce que c'est une pneumonie? Puis juste d'avoir une idée des symptômes d'une insuffisance cardiaque, ça prend beaucoup de notre cerveau. Ensuite, le traitement d'insuffisance cardiaque, ça prend beaucoup de notre cerveau. Les symptômes de asthme, traitement d'asthme, notre cerveau est débordé. Avec du temps, l'expérience, la lecture, la pratique, ça devient plus facile. Une patiente essoufflée, pour moi, les symptômes d'insuffisance cardiaque, c'est une petite boule dans ma tête, je le sais tout de suite. Le traitement, je le sais tout de suite. L'asthme, boum, ça ne prend pas d'effort pour moi de reconnaître l'asthme. Le traitement, je sais, boum, comme ça, je peux les lister. Alors, j'ai beaucoup plus de mon cerveau disponible pour gérer le reste d'une urgence ou pour gérer des complications ou pour faire d'autres choses. Maintenant, on va parler de volume d'exposition. Si vous lisez les rapports de l'Association canadienne des médecins d'urgence, on voit que la plupart, la grande majorité des soins d'urgence en région éloignée, c'est donné par les médecins des familles. Des fois avec une troisième année d'urgence, mais souvent sans une troisième année d'urgence. Alors, médecine de famille, en ce moment, c'est 2 ans d'expérience en résidence. Alors, c'est pas beaucoup de temps de développer autant de schémas. Le temps est limité à 24 mois, c'est pas beaucoup de temps. C'est une charge de travail énorme. L'autre réalité, c'est qu'en médecine de famille, il faut qu'on s'occupe des schémas des patients ambulatoires. Si tu as une patiente enceinte avec une hypothyroïdie, il faut que tu saches quoi faire. Si tu as un enfant avec un problème de maladie génétique, il faut que tu saches quoi faire. Les soins palliatifs, il faut que tu saches quoi faire. Puis les soins d'urgence, c'est une partie de ça. Alors, le nombre de schémas nécessaires pour un médecin de famille, c'est beaucoup plus élevé aussi. Et le dernier point, c'est que, surtout en situation d'urgence, le consultant, c'est toi. It's you. Je vais vous donner un exemple. On a eu le cas il y a 3 semaines de Mysticini, un fin de 32 semaines de grossesse qui est venu au travail préterme prématuré. C'est au médecin de famille. Là, il n'y a pas le temps d'appeler pour toute l'aide, puis il n'y a pas d'obstétricien qui va descendre l'aider. Il va falloir savoir tout de suite que c'est un travail prématuré, c'est un danger. Tout de suite, on va mettre des intraveineuses, on va donner une bolus de saline, on va débuter l'étocolytique, des médicaments pour essayer d'arrêter les contractions. Tout de suite, on va essayer de prendre des signes vitaux du bébé, on va mettre un tocomètre. Il va falloir prendre des signes vitaux de maman pour voir si elle a fait une prééclampsie ou non. Puis la décision critique, c'est de savoir est-ce que le col est dilaté ou non? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le bébé va sortir d'ici quelques minutes? Mais avant de faire l'examen du col, il faut faire une fibronectine fœtale parce que si tu le fais après ton examen du col, c'est pas fiable le test. On va voir si le liquide amniotique, si les membranes sont rompues. Il faut tester pour les infections.
Euh, Ensuite, il faut donner le sulfate de magnésium pour la neuroprotection de bébé. Il faut donner les stéroïdes pour la maturité des poumons de bébé. Puis avec tout ça, il faut être prêt pour un bébé qui sort tout de suite avec un accouchement, parce que le bébé est quand même petit, ça va sortir. Il faut gérer hémorragie postpartum chez la maman qui arrive plus souvent avec des bébés petits comme ça. Puis il faut faire la réanimation du bébé. Alors, j'espère que ça vous donne une idée de nombre de schémas, puis le volume qu'on a durant 24 mois de résidence, c'est quasiment tâche impossible. L'autre chose qui arrive si on descend en bas, c'est les situations Halo. On sait avec un des diapos précédents que le taux de mortalité chez les gens traumatisés, par exemple en Nunavik, c'est très, très, très élevé. C'est 25 et 50 fois plus élevé. Mais dans les communautés plus petites, le nombre de cas absolus va rester encore pas beaucoup. Alors, quand ça arrive, c'est une situation de halo, high acuity, low outcome. Puis, quand on est face à des situations de stress comme ça, euh, c'est normal d'avoir une réaction de panique. Il y a plusieurs noms pour ça, amygdala hijack, la paralysie d'analyse, mission myopia, les F, fight, flight, freeze, frazzle, etc. Et c'est un vrai effet qui est décrit partout dans la littérature de performance suppression, puis ça nuit la performance. Ensuite, austérité à droite en haut. Quand on a moins de ressources, on est toujours en train de faire le troubleshooting. Le patient que j'ai mentionné dans l'accident de skidoo, elle a été transférée avec un médecin, puis mi-chemin, ils ont eu un problème avec l'oxygène. Puis aussi un problème, je pense, avec la porte d'ambulance. Puis c'est le médecin avec son petit sac d'outils qui a dû régler le problème de l'oxygène. Et on n'a pas une hélothérapeute qui vient avec nous. On n'a pas de soutien technique. C'est à nous de faire tout le troubleshooting. L'autre chose qui est très importante, puis ça, c'est une chose que la plupart des gens ne sont pas capables d'imaginer. Si j'ai un patient malade qui a besoin d'une intubation à l'Hôpital général de Montréal ou chez nous, Enfant Jésus, on a à peu près 6 ou 7 étapes préparatoires pour l'intubation. On va positionner la patiente, on va mettre un accès vasculaire, on va préparer les médicaments, on va préparer les pompes, les perfusions, puis les sédations après, on va préparer l'équipement d'intubation, on va préparer l'équipement pour confirmer que le tube est bien placé, etc. Alors, il y a 6, 7, 8 étapes. Chaque étape prend 3, 4 minutes. Mais dans un centre tertiaire, chaque étape est simultanée. Ça se fait en parallèle. Alors, ça serait pas surprenant d'avoir un patient malade intubé dans une délai de moins de 5 minutes dans un centre tertiaire. Mais quand vous êtes dans une situation avec un médecin ou deux infirmières, on n'a pas de tâches en parallèle. Toutes les tâches se font en série. Et si vous, maintenant, vous prenez 4 minutes fois 7, vous êtes rendu à 28 minutes, 30 minutes de faire une intubation. Puis ça, c'est une intubation simple, non compliquée. Alors, pour les gens qui travaillent en centre tertiaire, c'est quasiment inimaginable que ça prendrait 30 minutes pour une voie aérienne intubation simple. Puis ça, je vous dis, pour chaque étape, pour chaque procédure, un drain thoracique, ça ne se fait pas dans 30 secondes dans le Nord. Puis ça, c'est un grand problème qu'on a. Le dernier exemple, en centre tertiaire, on a un leader de réanimation. Puis c'est quasiment impossible d'être juste un leader dans le Nord parce qu'on n'a pas assez de monde. Souvent, les gens avec le plus d'expérience va être le leader, mais malheureusement, la personne avec le plus d'expérience est aussi la personne avec le plus de capacité de faire les procédures, c'est le procéduraliste. Euh, Puis je vous donne un exemple. Vous sortez samedi soir à Montréal ou au Québec pour voir la symphonie. Puis vous avez Kent Nagano qui est très connu comme chef d'orchestre.
Mi-chemin durant la performance, Kent Nagano arrête de faire chef d'orchestre, puis il descend dans le full, puis il commence à jouer le tuba. Puis vous faites, qu'est-ce qui se passe? Et là, il retourne pour faire chef d'orchestre, puis 2 minutes plus tard, il descend pour jouer le violon. Alors, c'est un exemple ludique, puis ça fait aucun sens. On va jamais voir ça parce que Kent Nagano ne serait pas capable de gérer l'orchestre s'il faut descendre, jouer quelques instruments puis remonter. Mais ça, c'est la norme. Dans le Nord, on est toujours en train de leading, puis il faut aussi le doing, puis on ne peut pas les séparer. Puis c'est très problématique. On sait que ça nuit la performance. Et la raison, c'est qu'on fait beaucoup de shifting, transfert des tâches. Le transfert des tâches, ça déstabilise, ça nuit la performance, ça donne une surcharge des tâches, puis une saturation des tâches. Notre tension devient divisée comme mécanisme de défense en aveuglement de tension, puis on développe une sélectivité d'attention. Tout ça nuise la performance. Puis ça, c'est le sommaire ici. Schema sous pression, les événements Halo, austérité, peu de ressources, puis toujours en train de leading and doing, fait une surcharge cognitive. Maintenant, je vais vous dire, moi, je travaille aussi dans les urgences à Québec, puis n'importe quand on a une réanimation, on a une surcharge cognitive. Mais avoir fait les deux, je peux vous dire que la surcharge cognitive, c'est beaucoup plus élevé en région isolée, éloignée. Si je dois estimer, je dirais que c'est au moins 20 fois plus élevé parce qu'on n'a pas d'autres personnes pour suggérer des choses. On n'a pas 5-6 cerveaux qui sont en train de travailler en même temps. Dr. Chris Hicks de Toronto a appelé ça le fog of war. Puis je pense que c'est une description qui est très apte. Maintenant, je vais discuter un peu les réactions, les réponses, les pistes de solutions qui sont essayées quand on est un médecin rural dédié avec une cadre difficile, ça cause du stress. Il y a un sentiment de ne pas être assez équipé pour les réanimations, pour les urgences. Alors, la personne va aller faire un cours avancé comme Advanced Cardiac Life Support, Advanced Trauma Life Support, Pediatric Advanced Life Support, etc. Il y a une sensation de soulagement, puis ça reste jusqu'au prochain cas difficile parce que le prochain cas, ça ne serait pas exactement le même cas. Puis le niveau de stress monte encore, puis on répète le processus, puis on le répète pendant 20 ans. Puis on se pose des questions. Il y a des cotations des leaders, des voies aériennes d'intubation, des experts maintenant, mais tout le monde au début a senti la même chose. Est-ce que j'ai le right stuff? Le sentiment de peur. Puis la question qui se pose, c'est que si on est un débutant avancé qui veut devenir un expert, les outils qui existent en ce moment, comme les cours avancés, au lieu de servir comme un pont, des fois, on le fait de faire comme une roue de hamster. On fait plein d'efforts, on fait plein de choses, mais on ne se rend pas. Alors, il faut poser les questions. Est-ce qu'on est en train de mettre des tournevis avec une hache? Est-ce qu'on a les bons outils pour accomplir les tâches? Au niveau individuel, dans les départements, on voit qu'il y a des efforts, il y a des outils d'aide à la prise de décision clinique, clinical decision aids. Puis on sait que la bandwidth cognitive, c'est important. Si on perd ça, on perd la capacité de faire des bonnes décisions. Puis alors, on dit, OK, ben, on va prendre des outils à décision clinique. Ça va nous aider à faire des décisions plus rapides. Ça va être parfait, ça va être une merveille. Mais qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas le cas? Puis je vous donne un exemple des checklists. J'aime beaucoup la cotation. A list of X is not the same as a checklist. Ça, c'est une cotation de Dr. Michael Loria, qui est un médecin d'urgence, qui fait son fellow en soins intensifs en New Mexico, où j'ai fait mon diplôme de médecine de montagne. Puis lui, ce qui est intéressant, c'est qu'avant d'aller en médecine d'urgence, il était médic de combat avec des forces spéciales aux États-Unis.
Alors, il y a une grande expérience. Puis, je vous invite tous à écouter son podcast qu'on voit à droite, My Checklist Manifesto. C'est un peu un jeu de mots sur le Checklist Manifesto de Atul Gawande. L'histoire des checklists en médecine, on a appris le concept d'aéronautique. Dans le domaine de l'aviation, il y a des checklists qui s'appellent des checklists normales. Situation normale, c'est une situation non urgente. Puis, les checklists fonctionnent très bien en aéronautique. Alors, on a eu l'idée, est-ce qu'on peut les appliquer en chirurgie? Puis, on les a appliqués, puis on a eu la réussite. On a diminué les complications chirurgicales. Alors, quelqu'un a décidé, mais peut-être, ou eu l'idée, ça peut nous aider en situation d'urgence. On va faire des checklists pour les intubations, pour les choses comme ça, le patient instable. Ce qu'on ne savait pas ou on n'a pas réalisé, c'est que pour une situation urgente ou en aviation aéronautique, ça se fait en situation non normale, le format de checklist, c'est complètement différent. Les procédures sont complètement différentes. Alors, moi, j'ai déjà eu une checklist dernièrement durant l'intubation. Je l'ai regardé, puis dans environ 0,3 secondes, j'ai réalisé que si je l'utilise, ce checklist, pour un patient malade qui est en train de mourir, la seule chose qui va arriver, c'est que je vais augmenter sa chance de mourir d'environ 50 à 60% parce qu'il y avait 50 ou 60 choses sur le checklist, pas nécessairement organisées dans une façon clinique, puis j'allais perdre le temps. Alors, j'ai jeté le checklist tout de suite. Puis selon moi, si votre checklist a plus qu'items que vous avez des droits, vous avez un grand problème. Puis, je n'ai pas mis un exemple ici parce que je veux pas. Le but, c'est pas de défaire le travail des gens. Tout le monde qui crée des checklists comme ça ils ont les meilleures intentions. Ils veulent aider à améliorer les situations, mais des fois, un peu de connaissance, knowledge a little bit of knowledge is a dangerous thing, on va dire. On ne réalise pas à quel point ça peut nuire les soins, en fait. L'autre exemple que je vais vous donner, c'est les pneumoniques. Les pneumoniques sont puissantes. Les médecins adorent les pneumoniques. On est des maîtres d'information. On maîtrise beaucoup d'informations. Puis les pneumoniques nous aident. Maintenant, tout le monde ici connaît les H's and T's. Les H et les T sont une très bonne invention pour focuser sur les causes du choc ou arrêt sans pouls. Mais qui dans la salle ici a déjà eu l'expérience durant la réanimation de dire c'est quoi encore le quatrième T? Est-ce que je l'ai adressé? C'est quoi le H, le cinquième H, c'est quoi? Je pense que je ne suis pas le seul. Puis les H puis les T dans une liste comme ça, c'est très bon pour un test de choix multiple. Mais ce que ça ignore, c'est la situation clinique. Il y a des probabilités cliniques, des priorités cliniques. On a un ordre des opérations qu'on suit durant la réanimation, le ABCD. On a un workflow, il y a l'espace physique, puis les logistiques, des procédures, puis les H, puis les T, comme on liste comme ça ne fit pas nécessairement avec la situation opérationnelle. Et ça peut nous aider, mais ça mêle aussi souvent la confusion. Puis ça augmente le stress. Quand vous n'êtes pas capable de se souvenir le quatrième, cinquième H ou T, ça monte le stress. Alors, on va regarder les pistes de solutions maintenant. Puis on va commencer avec les solutions du système, systémique. Sont très faciles à lister, sont plus difficiles à accomplir. Puis, étape 1, ça serait de catégoriser et standardiser les définitions des régions rurales, éloignées, autochtones, puis même isolées. Ça serait, je pense, mieux fait avec un groupe de travail, une coalition intersectoriale, académique, régionale, les gens de région, le gouvernement, puis le genre de Delphi Studies, ça serait une bonne façon de le faire. Numéro 2, ça serait d'améliorer l'acquisition et l'inclusion des données des régions rurales autochtones pour un registre de trauma qui est facilement accessible. On commence à travailler à l'Hôpital général de Montréal chez nous.
pour voir comment ça peut se faire. Puis la troisième chose, c'est vraiment euh, euh, diriger vers les, les académiques, puis les universités. Des méthodologies de recherche inclusives de milieu rural, autochtone, les changements au niveau facultaire, les changements dans des cours de réanimation avancés, ATLS, ACLS, PALS, etc., vont refléter les réalités de ces milieux de pratique qui ne sont pas négligeables. Puis la quatrième chose, je vais mentionner, même si ce n'est pas le vrai sujet de discussion aujourd'hui, c'est que le système de Medevac a besoin d'être unifié et plus efficace. Mes collègues plus au nord que moi passent des heures au téléphone pour chaque réanimation. Les délais récemment ont monté à 26 à 40 heures. J'étais en BC récemment pour faire mon cours d'instructeur d'ATLS. Puis les gens se plaignaient des délais de 6 heures là-bas. Puis j'ai ri. Parce que pour moi, 6 heures, ça serait un rêve. Alors, des discussions que j'ai eues avec Dr. Mulder, qui était en arrière du papier qu'on voit l'article en haut avec Dr. Lieberman, c'est le mandat, le money, le moral, le métrique et le pouvoir humain. C'est tout ça. Puis Dr. Fréchette, qui est dans l'auditoire aussi, va être très d'accord, je pense. C'est tout ça qui amène le bon patient à la bonne place dans le bon temps. Puis c'est ça qui est nécessaire pour les patients malades, surtout les patients traumatisés. La prochaine piste de solution, c'est de regarder nos formations. En réanimation, si vous regardez la figure à gauche, c'est mon idée de comment représenter la réanimation et les patients malades. On a une situation avec graves conséquences, on a une contrainte de temps, puis on a une application des connaissances puis des compétences spécialisées. Puis, dans le Nord, les patients ne viennent pas avec nulle part, en fait, avec quelque chose écrit sur le front. Je suis patient avec un trauma, je suis patient avec une intox, je fais une crise cardiaque. Dans le Nord, très bientôt, on réalise que nous, il faut être prêt pour n'importe quelle réanimation, n'importe où et n'importe quand. Puis c'est là que je vais proposer une nouvelle approche de formation, Foundational Resuscitation, réanimation fondamentale. J'ai eu des discussions avec Scott Weingart et MCRIT. Si vous êtes dans le monde d'urgence ou soins intensifs ou trauma, vous allez connaître Dr. Weingart. Lui, il travaille dans un milieu très, très urbain à New York City. Moi, je travaille dans une région éloignée, isolée, pas New York City, mais on est les deux d'accord que c'est important de réexaminer puis de changer la façon de formation. Dr. Weingart décrit qu'il y a des résidents qui vont passer 4-5 ans en résidence, puis à la fin de la résidence, ils ne sont pas confortables en situation de réanimation. Puis moi, j'ai la même réalité. J'ai des raisons de médecine de famille après 2-3 ans. Ils ne sont pas confortables. Je ne veux pas dire qu'on est tous confortables. Il faut regarder un certain peur et niveau de stress parce qu'on est quand même des patients malades, mais on devrait être capable de bien fonctionner. Alors, si un résident fait 4-5 ans de résidence puis ils ne sont pas aptes à faire une réanimation, ce n'est pas la faute du résident. Il y a quelque chose pour les gens qui ont sain les résidents qui manquent. Il faut qu'on change quelque chose. Puis, on va proposer une formation évolutive, adaptable, avec les principes de médecine austère, mais c'est vraiment pour tous les médecins. Ce n'est pas juste les médecins de soins, de régions éloignées. Je vais vous poser une question. Qui dans la salle a déjà mis une tourniquet ou une interosseuse? Vous pouvez lever les mains. Oui, la plupart. Puis qui a déjà donné l'acide tranexamique en trauma? La plupart. Puis je vais juste faire le point que les 3 interventions que je viens de nommer ont été vraiment beaucoup étudiées par les gens dans les militaires.
qui travaillent en situation très austère, très hostile, puis isolée, puis éloignée. Alors, c'est pas juste pour les médecins, infirmiers, les professionnels de santé qui travaillent en région éloignée, ça serait vraiment pour tout le monde. Ce qui est surprenant, c'est qu'en médecine, on est vraiment en arrière des autres disciplines. Je dirais une bonne vingtaine d'années. J'ai eu la chance de faire quelques d'autres sports. J'ai fait un peu de kayak d'eau vive, puis un peu de sport de combat. Puis quand on regarde la formation qui est donnée pour les combats medics, eux autres sont beaucoup plus avancés que nous dans le sens que ils ont une structure de formation. Euh, Ils vont créer un environnement d'apprentissage sécuritaire. Les tâches sont décrites. Ensuite, enchaînement des tâches. Il y a une progression graduelle avec où on monte le stress ou difficulté graduellement. Il y a des boucles de rétroaction rapide pour améliorer la performance. On pressure test, on fait l'inoculation de stress, puis on a les répétitions bâties. Tout ça pour dire qu'on est capable de bâtir quelqu'un avec des capacités dans une façon très efficace, une personne qui est robuste, résilient, puis une différence. Robuste, ça veut dire que on n'est pas décentré facilement, puis résilient veut dire que si on est décentré, on est capable de retourner au centre. Quelqu'un qui est sécuritaire et très adaptable n'importe où, n'importe quand. Puis ça, devrait être le biomédecine où, par contre, on a l'habitude de te pousser de l'avion, puis pendant que tu tombes, on va crier après toi, oublie pas de tirer la corde. Puis je pense qu'on peut faire mieux que ça. Puis la deuxième piste de solution, c'est vraiment de commencer à regarder, à incorporer le EID, ça s'appelle le Ecologic Interface Design, de vraiment faire une harmonisation entre les gens, les outils, puis l'environnement. En ce moment, en médecine, on commence à regarder les facteurs d'ergonomie humaine, puis le surcharge cognitif. On commence à réaliser qu'il y a des limitations de mémoire, mais on n'est pas trop avancé sur comment ça s'applique dans notre ordre des opérations, notre workflow, puis task flow. Puis comment tout ça, avec la fonction d'équipe, applique avec les outils, puis applique avec l'environnement autour de nous. L'ergonomie de l'équipement, comment on utilise l'équipement, juste l'espace physique. Alors ça, c'est quelque chose, je pense, dans les prochaines 5 à 10 ans, il va falloir regarder pour vraiment mieux performer en médecine d'urgence. Le grand problème avec les médecins, on est les maîtres d'information, puis dans les outils qu'on crée, souvent on met trop d'informations. Puis trop d'informations, ça donne une surcharge cognitive, ça diminue leur performance. Puis les médecins ne savent pas, ils ne réalisent pas ça. Je vous invite à lire l'article par Dr. David Borshoff, Les aides cognitives en soins de la santé. Il faut une approche minimaliste, information essentielle seulement, mais il faut que ça soit fait par des experts parce que pour couper l'information, il faut que ça soit vraiment coupé dans la manière appropriée. Puis pour consolider l'information, il faut que ça soit fait avec un œil d'expert. Puis quelqu'un qui va regarder, ça ne serait pas des complications inattendues de couper des choses. Puis ensuite, encore d'utiliser une interface écologique pour harmoniser les processus, les habilités, les mémoires, l'équipement, les environnements. C'est très difficile à faire ça, mais c'est très nécessaire. Puis on commence à voir ça un peu avec des outils comme CMAT, qui en fait, c'est une checklist pour créer des checklists qui sont efficaces. Ça, c'est un exemple rapide. Au lieu d'enseigner les H puis les T aux étudiants résidents et même mes collègues, j'essaie de simplifier ça. Moi, je pense que dans une situation de stress, on n'est pas capable de garder plus que 2 ou 3 choses dans notre mémoire active. Alors, les HPLT, c'est précardiaque, cardiaque et post-cardiaque. C'est aussi simple que ça.
Précardiaque, il peut avoir une oxygénation, il peut avoir une hémorragie au volume. Puis on va régler ça avec nos interventions d'oxygène. On va donner le sang, on va donner le volume. Cardiaque, ça va être un problème avec le inflow, ça veut dire un pneumothorax de tension ou un tamponnade cardiaque, ou le outflow, l'ischémie, l'acidose, les électrolytes, le glucose, etc. Puis post-cardiaque, ça va être un problème avec vasodilatation, comme le choc neurogénique, ou un problème avec un trauma crânien. Quand ce concept commence à être bâti chez la personne, on va introduire notre ordre d'opération, notre workflow, puis ça, c'est en fait les ABCD, comme on apprend tout le monde depuis le début. Puis on commence à faire le mariage entre les deux, puis de démontrer que, hey, on va suivre notre séquence, puis on va être capable de commencer à éliminer des choses, on va traiter hypoxémie, on va donner le sang, si une tension pneumothorax, on va ouvrir la poitrine, puis boum, ça s'est réglé. Puis l'échographie où ça joue le rôle. Puis la prochaine étape, on commence à mettre tout ensemble, les diagnostics puis les traitements. Alors, c'est la même information, juste présentée dans une façon où quand on est stressé, ça retourne à juste trois choses: précardiaque, cardiaque, post-cardiaque. Alors, avec tout ça, on arrive à la fin. London EMS, aux autres qui ont fait le rebois in the field. Les meilleures équipes cliniques dans le monde sont les meilleures, pas parce qu'ils font des choses techniques très compliquées. C'est vraiment les soins de base, mais donnés soigneusement avec attention aux détails vraiment exquis. Je crois fortement que le niveau de base avancé, c'est la clé. Ça sauve le bandwidth cognitif. Ça prévient les fautes non provoquées, qui est très important, puis ça améliore la performance. J'aimerais remercier Dr. Rafia Jamian, de mes collègues, les premiers répondants de Mysticny, puis le CMC, Dr. Stephanie Morel, Healthcare Excellence Canada avec le travail en charge cognitif, la Sûreté du Québec, les Forces canadiennes, puis Dr. Milo, Dr. Nemeth, puis mes collègues dans le Grand Nord. Puis avec tout ça, je vous invite fortement d'écouter le podcast avec Dr. Weingart, MCRIT 324, Rural Resuscitation, Foundational Stabilization. Ça, c'est le premier podcast. On a fait un deuxième. Puis cette année, je vais commencer à travailler sur des choses plus concrètes, des pistes de solutions. Je vous invite à aller regarder les vidéos sur mon site web, MPOP, Emergency Medicine Performance Under Pressure. Puis aussi, je remercie Dr. Richard Levitan, puis Dr. George Kovac de Airway Camp, puis AIM. Puis en terminant, ça, je vous démontre comment on fait une défibrillation dans le Grand Nord avec un skidoo. Okay, Mary, start. No, I'm clear. You're clear. We're all clear. Start the skidoo. Et avec ça, on termine. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Puis on va terminer la lecture là. Puis merci beaucoup encore.